Que Dieu consente à accorder à mon pays, et pour le plus grand bien de l'Europe, une grande et glorieuse victoire. Je remets entre ses mains ma personne et la juste cause que je sers. Nelson, 21 octobre 1805. « 2000 ans d'histoire. Il y a 200 ans, jour pour jour, quelque part au large de l'Espagne, à 15 000 nautiques du cap Trafalgar, commençait une des plus grandes batailles navales de tous les temps. Le 21 octobre 1805, à l'aube, 33 vaisseaux français et espagnols, commandés par l'amiral Villeneuve, voyaient arriver par le nord-ouest quelques-unes des plus belles unités de la marine britannique. Le Prince of Wales et ses 98 canons, le Royal Sovereign de l'amiral Collingwood, le Canopus du contre-amiral Thomas Lewis, le Britannia de Lord Northesk, mais surtout le bateau que Villeneuve craint par-dessus tout, le Victory, qui porte la marque de l'amiral Nelson. S'il perd la bataille qui se prépare, Nelson le sait, la Royal Navy perdra la maîtrise des mers et rien n'empêchera Napoléon d'envahir l'Angleterre. C'est dire l'importance de ce qui va se jouer ce 21 octobre 1805 au large du cap Trafalgar, dans la guerre qui avait repris 1 an et demi plus tôt entre la France et l'Angleterre, lorsqu'en 1803, Napoléon, exaspéré par la politique du gouvernement britannique, avait rompu la paix d'Amiens. Vous voulez donc la guerre? Mon général, que nous reprochez-vous? Vos multiples tentatives d'assassinat sur ma personne, l'achat de mes généraux, le déchaînement sordide de vos gazettes. Chaque vent qui se lève d'Angleterre ne m'apporte que haine et outrage. Voulez-vous, oui ou non, exécuter le traité d'Amiens? 10 mois après, vos troupes occupent encore Malte et Alexandrie. Voulez-vous la paix? Voulez-vous la guerre? Si vous voulez la guerre, nous la ferons, jusqu'à la ruine de l'une des deux nations. Pensez-vous intimider le peuple français avec vos armements? On peut le tuer, milord? L'intimider? Jamais! Vous venez de faire un grave affront à mon pays. Malheur à qui ne respecte pas les traités. Et le traité dont parle Napoléon dans cet extrait de film, c'est la paix d'Amiens, signée en 1802, rompue 14 mois plus tard en 1803 et qui allait entraîner la France dans une nouvelle guerre avec l'Angleterre. Anne Ponce, bonjour. Bonjour. Alors à la fin de votre dernier livre, Nelson contre Napoléon, vous rappelez une des plus grandes batailles de cette guerre, une bataille décisive qui s'est déroulée il y a 200 ans, jour pour jour, sur mer. Et à l'heure où nous parlons, la bataille de Trafalgar, donc le 21 octobre 1805, est remportée par un homme qui a été sans doute, si on vous lit bien, l'adversaire au fond le plus dangereux qu'ait eu Napoléon. On a vraiment l'impression, il faut rappeler d'abord que c'est déjà un homme que Napoléon, ils ne se sont jamais vus les deux hommes, mais un homme que Napoléon, auquel Napoléon avait eu affaire, c'était le vainqueur d'Aboukir. C'était le vainqueur d'Aboukir, bien sûr, et ils étaient déjà, sans le savoir l'un et l'autre, enfin si, Nelson était déjà à Toulon, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés très tôt finalement, mais enfin à l'époque de Toulon, Nelson n'était pas connu. Et dès Aboukir, c'est devenu évidemment l'ennemi numéro 1 que redoutent les amiraux français, sinon Napoléon. Alors dans les guerres napoléoniennes, Anne Ponce, on parle plus souvent de ce qui s'est passé sur terre, des victoires françaises, d'Austerlitz ou de la défaite bien sûr de Waterloo. On parle moins de ce qui s'est passé en mer et qui avait une importance considérable. L'enjeu, c'était la maîtrise des mers à laquelle, bien entendu, on le comprend, l'Angleterre était très attachée. La mer est devenue une affaire décisive, en effet, et en particulier sur la fin, parce que Trafalgar, on le verra tout à l'heure, a été décisif dans la chute de Napoléon. Les vrais vainqueurs de Waterloo sont les marins de Trafalgar. Et ça 10 ans avant. Alors justement, l'enjeu, c'est la maîtrise des mers, et la maîtrise des mers est extrêmement importante dans le projet qu'a Napoléon en 1803, lorsqu'il rompu la paix d'Amiens. C'est celui, tout simplement, de faire ce que personne n'avait fait depuis Guillaume le Conquérant, c'était de débarquer en Angleterre. C'était un grand projet qui datait d'ailleurs du Directoire. Qui est ancien de Choiseul même, des essais comme ça successifs qui ont tous été menés à l'échec, et Napoléon lui-même n'y arrivera pas.
et c'est une obsession chez lui. C'est vrai que le camp de Boulogne, ce qui débouchera sur Trafalgar, c'est au départ l'invasion de l'Angleterre. Et pas avec une armée conséquente, et avec 150 bien 000 sûr hommes, je crois. Toute l'armée. Alors oui, les militaires derrière, les marins sont là pour transporter finalement, sont installés tout le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord pour transporter le matériel. Mais évidemment, ce sont les militaires qui envahiront l'Angleterre, qui a d'ailleurs très très peur de cette invasion. Ils sont en état de siège à l'intérieur du pays, comme ils l'ont été. Alors cela dit, pour débarquer en Angleterre, il faut traverser la Manche, et pour traverser la Manche, il faut en éloigner la flotte anglaise et faire appel à la plus puissante des escadres françaises, qui est coincée à cette époque-là en Méditerranée, à Toulon, où l'amiral Villeneuve est surveillé par Nelson, justement. C'est le sens du télégramme que Napoléon envoie à Villeneuve le 2 mars 1805. Puisque les Anglais veulent nous forcer à sauter le fossé, nous le sauterons. Ils nous prendront peut-être quelques colonies, mais je porterai la terreur dans Londres et ils verseront des larmes de sang. Télégraphié en code à l'amiral Villeneuve à Toulon pour abuser Nelson qui me croit de nouvelles ambitions sur l'Égypte. Quelle naïveté. Appareiller vers le sud, puis accourir en hâte dans la Manche. Soyons maîtres du détroit pendant 6 heures et nous sommes maîtres du monde. Duroc, Berthier, Ségur. Préparez les voitures. Nous partons cette nuit pour Boulogne. Alors en fait, avant de rejoindre Napoléon dans la Manche, ce qui ne se produira d'ailleurs jamais, Villeneuve est chargé, on le verra, de partir aux Antilles. Rappelez-nous qui était Villeneuve, vous en parlez longuement, parce que au fond, ce sera le grand vaincu de Trafalgar. Villeneuve est un aristocrate, fait pour la mer. Il aime infiniment ses navires, ses hommes, et un homme de malchance, qu'on a pu dire heureux parce qu'il avait échappé à Boukir en essayant de sauver des vaisseaux, ce qui lui vaudra l'admiration de Napoléon, et puis d'être rejeté absolument par ses pairs qui le traiteront de lâche. Il y a un mauvais sort sur Villeneuve. Il est malchanceux. Il est fait pour la marine et il est malchanceux. Et je ne crois pas que ce soit toujours la lâcheté qu'on lui a reprochée qui soit la vérité. Je pense qu'il a eu beaucoup de courage, un courage pathétique à la fin, et que je salue Villeneuve. Moi, je me suis acharnée à essayer de le réhabiliter. Oui, ça se sent dans votre livre, Anne Ponce. Alors Villeneuve va quitter Toulon, il a eu un peu peur, ses bateaux sont d'abord détruits, enfin menacés doivent se replier parce qu'il y a une tempête, il y a Nelson au large, il quitte Toulon, il passe Gibraltar, et il ne va pas sur la Manche tout de suite. Napoléon l'a d'abord chargé d'essayer d'éloigner Nelson en traversant l'Atlantique jusque dans les Antilles, et cela, attention, il est commandant en chef d'une flotte française et espagnole. Il faut rappeler que dans cette guerre, l'Espagne est l'allié de la France. L'Espagne qui a été l'allié de l'Angleterre dans la guerre précédente et maintenant l'allié de la France. Et la tactique de Napoléon et cette tactique de feinte qui a très souvent été utilisée, désorienter l'adversaire de façon qu'il ne puisse pas imaginer quelle est la véritable destination de la flotte, l'égarer, l'entraîner loin et puis revenir sur le site important pour le combat, en l'occurrence Boulogne et l'invasion. Ce qui est étonnant, c'est que cette flotte de Villeneuve, elle est importante. En fait, avec l'alliance espagnole, Anne Ponce, la flotte franco-espagnole surclasse même la flotte britannique. Elle est plus forte, elle est plus imposante. En nombre, elle est plus imposante. Tout le reste étant à sa décharge, parce que évidemment les différences entre les deux marines sont terrifiantes et le jeu est joué dès le début. L'Angleterre a une flotte disciplinée, massée autour d'un seul homme et sa bande de frères. Ils obéissent. Nelson, et puis elle a une grande expérience de la mer, oui. Grande expérience de la mer, comme bien sûr les Anglais l'ont toujours eu depuis l'invincible Armada, je dirais. Vous dites qu'en plus les équipages n'étaient pas à la hauteur, ils n'avaient pas la vocation de marin pour beaucoup d'entre eux. Je parle des équipages français. De part et d'autre, alors tout ce qui est des matelots, c'est vraiment un ramassis de vauriens, de repris de justice, de gens abominables. Contraints d'ailleurs d'embarquer, ce qu'on appelle la presse. Qu'on estourbit, qu'on fait boire, qu'on estourbit et qu'on fait monter à bord. Mais de ces vauriens, Nelson a fait la plus grande flotte du monde. Et Villeneuve n'a pas su, ni les amiraux français n'ont pas su. Ils étaient très méprisants vis-à-vis de leurs équipages, contrairement aux Anglais aussi. Vous savez, les navires étaient divisés en deux parties avec
les officiers gâtés et qui vivaient dans le luxe, on peut dire, et puis ces malheureux hommes qui étaient dans une misère noire, qui ne mangeaient pas leur faim, qui étaient sales et dépenaillés. Alors, les Français, Villeneuve réussit à entraîner Nelson, qui a un mois de retard sur lui. Il arrive aux Antilles, et puis il reçoit l'ordre de revenir en Europe. Et puis, au lieu d'aller dans la Manche pour venir épauler ce débarquement prévu par Napoléon, il file vers le sud, il va vers l'Espagne et il va à Cadix. Pour quelle raison, Nelson le manque. Dans la mer, c'est grand. Ça, c'est toujours très très surprenant de voir que ces poursuites peuvent très bien déboucher sur des chemins parallèles comme ça, sans qu'il y ait d'engagement. Villeneuve rentre sur Cadix. Il y a des escarmouches. Il est effrayé. Il a peur de ne pas passer vers la Manche et un des ordres de Napoléon avait été, s'il n'arrivait pas à rejoindre Boulogne, il pourrait se réfugier à Cadix. Et c'est le parti qui prend. Mais il le prend à tort parce qu'il aurait quand même pu arriver jusqu'à Boulogne. Et Villeneuve y arrive donc le 19 août. Oui, et là, il est enfermé dans Cadix et il est trappé. C'est terminé. Les Anglais sont là immédiatement pour faire le blocus. Le jour où il sortira, ce sera fatal. Et ça va provoquer la colère de Napoléon. L'escadre de l'amiral Villeneuve s'est embossée à Cadix où elle est restée ancrée par peur de Nelson. Qu'est-ce que vous dites, Daru? Ce champ foutre de Villeneuve est à Cadix, où il va être bloqué, naturellement. Quelle marine. Quel amiral. Misérable. Il sacrifierait tout pourvu qu'il sauve sa peau. À Cadix, quand on le guette à la lunette, à Boulogne. Eh bien, puisqu'il faut y renoncer, nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier, écrivez. Mes 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Ambleteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne. En 3 semaines, en direction de Vienne. Mais il y a 500 lieues à pied. Frioul, la carte d'Ulm. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la Grande Armée. Départ pour Paris dans 1 heure. C'est ainsi que, ne voyant pas arriver Villeneuve, Napoléon renonce à son projet de débarquement en Angleterre et lance son armée vers l'Est, où il va se couvrir de gloire contre les Russes, contre les Autrichiens, à Austerlitz. C'est incroyable d'ailleurs, oui. Mais vraiment ce mépris qu'il affiche à ce moment-là pour Villeneuve, alors qu'on dit aussi, vous l'écrivez, Anne Ponce, au fond Napoléon, grand stratège sur terre, ne l'était pas nécessairement sur mer. La colère contre Villeneuve est très excessive, je pense, parce que ses sentiments, encore une fois, étaient mitigés. Quant à la mer, Napoléon et la mer, il y a eu une exposition absolument magnifique au Palais de Chaillot l'année dernière, qui montrait, à qui ne le sait pas encore, l'intérêt profond de Napoléon pour la mer. Il comptait beaucoup sur sa marine. Il était sûr d'arriver à envahir l'Angleterre. Ça n'était pas si difficile que ça, après tout. Et il est obligé de pivoter à Boulogne et de repartir sur terre parce que, en effet, bon, il n'est pas suivi par ses amiraux. En réalité, c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont pas été à la hauteur de ses rêves, de ses projets. C'était pas des rêves. Et c'est quand il est sur la route donc de l'Autriche, quand il part vers l'Est, qu'il donne à ce moment-là, malgré tout, l'ordre à Villeneuve, qui est vraiment en disgrâce. Je crois qu'il est sur le point d'être remplacé. Villeneuve est très très abattu d'ailleurs. Et Napoléon lui donne l'ordre de quitter Cadix. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, quand même, la flotte de Villeneuve, la flotte franco-espagnole commandée par Villeneuve, compte quand même 33 bâtiments, avec en face d'elle celle de Nelson qui n'en a que 27. La différence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, Anne Ponce, c'est quand même un peu la qualité, l'expérience des Anglais et peut-être tout simplement leur commandant en chef. Nelson avait un sens tactique assez extraordinaire. Je crois que les Anglais appelaient la Nelson Touch. C'est quoi? Précisez un peu ce que c'est. Alors, la Nelson Touch, j'ai appris en écrivant ce livre qu'il n'avait utilisé cette expression jamais autrement qu'avec Lady Hamilton, dans sa correspondance avec Lady Hamilton. Ce qui est très curieux quand même, mais il avait le don de convaincre. Il réunissait continuellement ses officiers à bord du Victory. Il leur présentait la tactique qu'il voulait suivre, et c'est ça qu'on a appelé la Nelson
Dutch, mais en réalité, lui-même ne l'employait pas avec eux, si vous voulez. Mais il savait dès avant Trafalgar, il savait très bien comment il s'y prendrait et par quelle stratégie il viendrait à bout de Villeneuve. Il avait beaucoup d'ascendance sur ces hommes qui étaient, vous le rappelez, vous l'avez dit, des durs à cuire quand même. Des durs à cuire, ces hommes l'adoraient et les Anglais continuent de l'adorer parce que cette année, c'était une année absolument démente en Angleterre à cause de Trafalgar. En tout cas, ce prestige dont il dispose, ce meneur d'hommes, eh bien, c'est lui qui arrive donc le 21 octobre 1805, lorsqu'il se trouve en face de la flotte de Villeneuve, qui est enfin sortie de Cadix. Nelson fait envoyer les pavillons, qui ordonne à toute son escadre d'engager le combat. Il est 11h40 au large de Trafalgar, à bord du navire amiral de Nelson, le Victory, commandé par le capitaine de vaisseau Hardy. Mr. Pascal, I will now amuse the fleet with a signal. Envoyez-leur un signal. Je veux que vous leur disiez, l'Angleterre est convaincue que chacun fera son devoir. Amiral, il vaut mieux dire, l'Angleterre compte sur vous, ça ira plus vite. D'accord. Il y a des tireurs d'élite sur les mâts français. Et alors, avec vos décorations, vous faites une cible de choix. Je les ai gagnés au combat, je me battrai avec elles. La flotte ennemie est à 6000 ouest, nord-ouest à bâbord. L'amiral, la flotte ennemie est à 6000 ouest, nord-ouest à bâbord. Préparez pour l'attaque. Starboard broadside fire is best. Starboard broadside fire! Les mots qu'on a entendus dans cet extrait de film, Anne Ponce, sont parfaitement authentiques. C'est ce qu'a dit Nelson, justement, au moment où il se trouve en face de la flotte française. De toute façon, on peut dire que Nelson attend ce moment depuis 12 ans. Et que dans son orgueil, évidemment, le message qu'il avait lancé et qu'il voulait lancer par les pavillons était d'abord Nelson comptera que la marine fera son devoir. Donc, et puis on lui conseille quand même de dire que c'est son pays qui dirige les affaires. Ces décorations, bien sûr, par orgueil, il ne les quittera pas pour la bataille, mais en même temps, on sait que Nelson, chaque fois qu'il avait du courage à donner à ses hommes, ne le faisait jamais que décorer. Non, il y a juste un détail, c'est qu'il oublie ce jour-là de porter son épée qu'il avait toujours avec lui. Dans le commandement, c'est une chose un peu curieuse comme ça. En prenant des risques, on y viendra considérable, parce qu'il faut imaginer. On le fait très bien quand on vous lit Anne Ponce, parce que vous décrivez la façon dont se comportent les hommes. C'est pas seulement de la stratégie ou de la tactique que vous faites dans ce livre, c'est vraiment le vécu des soldats ce jour-là de la bataille de Trafalgar. Cela dit, bon, c'est pas très facile à faire à la radio, mais vous le faites très bien dans votre livre. Expliquez-nous comment les choses se sont passées sur le plan tactique. Je crois que la flotte française était donc le long des côtes espagnoles et la flotte anglaise en travers, c'est ça ? C'est finalement très simple, ce sont deux tactiques différentes. La France observe encore une tactique obsolète, qui est la ligne de fil, c'est-à-dire d'une longue ligne ou deux longues lignes parallèles, ou légèrement en croissant, et que Nelson a compris depuis longtemps qu'il ne servait à rien d'afficher la même disposition, et il attaque au contraire perpendiculairement, en T si vous voulez, ça fait comme un T, comme un marteau. Pour couper au fond la flotte française, oui, pour couper, qui est en face de lui. En prenant les plus grands risques à l'approche, parce que les canons français sont dirigés sur lui, et lui, à ses canons de côté, il ne peut pas riposter, mais une fois qu'il a franchi la ligne, il attaque les bateaux par devant, par derrière, et là c'est la fin, c'est un massacre absolu. Ce qui est frappant, qu'on n'imagine pas, parce qu'on s'imagine toujours de façon générale, d'ailleurs que les combats sur mer sont beaucoup moins violents que les combats sur terre, on n'imagine pas la violence des combats sur mer en général, et de Trafalgar en particulier. Quand on vous lit, c'est saisissant. C'est une bataille qui a duré très longtemps, mais alors où on s'est battu 6 heures. 6 heures. C'est une boucherie. Les canons, les bateaux sont à touche-touche, comme on le voit dans les peintures. Les canons presque gueule à gueule. 4800 canons, c'est pas rien. Hein, oui. Le nombre d'hommes, c'est énorme tout ça. Ils étaient très nombreux. Et bientôt, les ponts se transforment il y a des scènes hallucinantes de blessés, de gens qui continuent à se battre, un membre arraché. Il y a un nombre de décapités insensés, les boulets ramés
fauchent comme ça, quelquefois 8 marins d'affilée. Oui, parce il y avait des boulets qui étaient attachés par des chaînes, donc qui traversaient, qui coupaient en deux. C'est vraiment absolument épouvantable. Puis c'est du corps à corps aussi, parce que il y a des abordages. C'est très cruel. On n'a même pas le temps de jeter les morts par-dessus bord. Il y a les abordages à la hache. Alors on coupe les mains de ceux qui montent, etc. C'est vrai que c'est d'une très grande violence. Et Nelson prenant lui-même d'ailleurs des risques énormes, il est évidemment, on le repère. Il est toujours au premier rang dans toutes les batailles. Ces officiers le conseillent de se mettre un petit peu en retrait, ils n'acceptent jamais. Et c'est pour ça qu'il est manchot, qu'il est borgne, et c'est tout ça qui encourage les batailles précédentes. Et surtout qu'en pleine bataille, il est touché donc par un marin français du Redoutable qui blesse avec son fusil, qui blesse mortellement Nelson, dont les derniers mots ont été fidèlement repris, encore une fois, par Alexandre Corda dans son film Lady Hamilton, avec Laurence Olivier dans le rôle de Nelson. Voilà, l'amiral! Done for me at last. You're not badly hurt, are you? My back. Ils m'ont eu à la colonne vertébrale. Restez ici pour prendre mes ordres, Hardy. Cover my face. These decorations. Couvrez-moi de mon écharpe, qu'il ne voit pas ma blessure. Nous avons enfoncé les lignes françaises. Leur vaisseau amiral s'est rendu et nous affrontons le Redoutable. Sir, it's 18 now, sir. Amiral, nous avons capturé 18 navires. C'est une grande victoire. Thank God. I have done my duty. J'ai fait mon devoir. Pathétique, ce destin de Nelson qui meurt en apprenant sa victoire, qui fait tout pour qu'on ne le voit pas, pour pas démoraliser les marins. Et il va vouloir commander jusqu'au bout. Il est touché, il est très grièvement blessé. 2h30 d'agonie, je crois. Il refuse de passer le commandement à ce second au Collingwood, c'est ça, 2h30. Et c'est une mort pathétique et d'une grande beauté, qui est une mort de tragédie. Il s'offre à son pays, on sent, enfin, et c'est le Nelson christique, comme ça, qui paye de son corps le salut et la victoire de son pays. Et pour une victoire décisive, il faut rappeler que les Anglais n'ont pas perdu un seul de leurs bateaux, même si un très grand nombre d'entre eux, dont le Victory, sont endommagés. En revanche, la flotte franco-espagnole, la flotte de Villeneuve a perdu 17 navires capturés par les Anglais, 4500 morts, pour une victoire indiscutable et décisive. Parce que, vous le dites dans votre livre, je crois qu'il y a également un auteur qui le rappelle, bien sûr, il y a eu Austerlitz, et en France, on se rappelle plutôt d'Austerlitz qui va se produire, de cette victoire qui se produit à peine un peu plus d'un mois après Trafalgar, mais dans ces conditions, vous dites aussi que Trafalgar a préparé Waterloo 10 ans plus tard. C'est Trafalgar qui met fin à la domination européenne de Napoléon. C'est déjà ça. Non seulement à son idée d'envahir l'Angleterre, mais c'est Trafalgar qui arrête en effet la conquête de l'Europe, puisqu'il y a ce pays qui a résisté, qui est l'Angleterre. Et un pays contre lequel on ne peut rien, parce que dès lors qu'il a la maîtrise des mers, on ne peut pas l'attaquer. Non. C'est un peu comme une espèce de partie de football avec une équipe qui ne pourrait jamais traverser la ligne médiane. Donc on peut toujours gagner, on peut éviter de perdre, mais on ne pourra jamais gagner sur l'Angleterre. C'est au fond ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que vous le rappelez d'ailleurs pour montrer cette victoire de la mer sur la terre, c'est que c'est un des bateaux anglais présents à Trafalgar, le Bellerophon, qui va amener Napoléon à Sainte-Hélène 10 ans plus tard. Aujourd'hui, Anne Ponce, il est évidemment très présent. On vient de célébrer, je crois, de manière très importante en Angleterre, le 200e anniversaire de Trafalgar. Il y a une place, évidemment, de Londres qui s'appelle Trafalgar. Il y a même, me dites-vous, le Victory, le bateau de Nelson. Qui est à Portsmouth, qui est une chose extraordinaire qu'il faut aller voir pour qu'on s'intéresse à la marine et au XVIIIe siècle. C'est un immeuble flottant, c'est gigantesque.
gigantesque. On se dit que les hommes qui commandaient ces monstres étaient des dieux. Faire avancer ça sur mer, la mer n'étant pas toujours complice, bien sûr. C'est la mer qui commande, avec le vent, les tempêtes, ou le beau temps, ou la bonasse qui ralentit tout. C'est tout à fait impressionnant. Nelson, toujours très présent dans la mémoire des Anglais, bien sûr. Oh, les Anglais délirent depuis 3 mois pour célébrer le bicentenaire, depuis la grande parade de Portsmouth, où d'ailleurs des navires français et espagnols ont été invités, gallantly, disent-ils. Mais ils ont un petit peu tordu le nez, ils sont allés. Mais c'est chaque jour que Dieu fait, des colloques, des réceptions, des dîners, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, où il y aura une grande parade à Saint-Paul. Oui, alors qu'en revanche, Saint-Paul, où il est enterré. En France, évidemment, on célèbre moins Trafalgar que Austerlitz, qu'on va sûrement dont on parlera. Enfin, nous avons parlé avec vous de Trafalgar, Anne Ponce, nous sommes bons joueurs. Je rappelle qu'on peut également retrouver cette bataille à la fin de votre livre, qui est passionnant, qui est bien écrit, Nelson contre Napoléon, et qui est édité chez Perrin, et donc signé par Anne Ponce, qui était mon invité. À lire également Trafalgar de Rémi Monac, qui vient d'être publié chez Talandier, et puis 3 livres qui consacrent un chapitre à cette bataille. Les grandes batailles de l'histoire de Stéphane Audouin-Rousseau, édité chez Larousse, Les grandes batailles navales de Laurent Geoffrin, publié la semaine dernière au Seuil, enfin un ouvrage richement illustré, Mémoire de la mer, aux éditions L'Iconoclaste. Vous avez pu entendre des extraits d'Austerlitz d'Abel Gans, disponible en DVD chez Studio Canal, avec Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon, et de Lady Hamilton d'Alexandre Corda, avec Laurence Olivier dans le rôle de Nelson. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Claire Tesser, Camille Pouget-Laguier et Anne Kobilac.